Ok, ben alors du coup, je vais pouvoir démarrer mon propos sur le salaire et la qualification personnelle. Il y a une tradition économique importante en France, et puis aussi dans les milieux alternatifs et souvent contestataires, c'est la tradition marxiste qui consiste à voir le salaire comme une aliénation en soi. Il faut voir que le salariat, c'est souvent quelque chose qui s'est mis en place à l'heure ou à la tâche, encore pire, et donc qui en fait nous lie à notre employeur et à notre lieu de travail. Il y a une conception différente du salariat qui s'est développée autour du travail de Bernard Friot, donc économiste, sociologue, historien, et de son association Réseau Salariat. Sauf que ce qui est intéressant dans la liste de tous ces métiers, ce monsieur, c'est notamment historien parce qu'en fait, c'est pas forcément une utopie qu'il appelle de ses voeux, mais un statut qu'il dit ayant déjà existé en fait depuis longtemps. Quand il fait la généalogie du salaire à la qualification personnelle, Bernard Friot part souvent d'un truc un peu insolite. Il part du régime des officiers de marine en 1830, au moment où la France attaquait l'Algérie. La couronne avait accordé un statut, avec notamment une retraite, aux officiers de la marine. Et puis Friot, il le dit sans complexe, il dit que c'était pour acheter leur loyauté, quoi. Donc il leur avait donné le gouvernement leur avait donné un statut qui les protégeait relativement et qui leur donnait un revenu qui n'était pas connecté à leur tâche, mais ni au nombre d'heures qu'ils travaillaient, mais à leur personne, et notamment ça se retrouvait dans leur régime de retraite, puisque une fois leur activité terminée, eh bien, voilà, ils gardaient leur charge, ils gardaient leur revenu, même une fois leur mission militaire terminée. Des exemples, on pourrait en trouver plein d'autres de salaires à la qualification, notamment si on va du côté de la Chine, dès l'Antiquité. Vous avez différents systèmes de concours et d'examens qui sont dans des systèmes politiques qui sont très conservateurs, qui sont pas du tout des systèmes égalitaristes, mais où il y a des élites. Il n'y a pas une élite capitaliste, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des gens qui possédaient des activités de production ou de commerce marchandisé, mais il y avait des lettrés, souvent c'était des fonctionnaires, hein, qui avaient passé un concours qui leur donnait un revenu lié à leur charge. Et alors bon, il fallait pas être un paysan dans ce pays-là en ce temps-là, hein, c'était pas particulièrement progressiste, mais ce que ça a d'intéressant, c'est que ça nous montre que le fait de et je vais venir à la définition de ce que c'est qu'un salaire, la qualification personnelle, c'est le fait de payer quelqu'un en lien avec sa personne, en lien avec ses diplômes, mais ça peut être autre chose que des diplômes, en lien en fait avec qui elle est et ce qu'elle sait faire et pas en fonction de ce qu'elle va produire demain ou de son nombre d'heures de travail. C'est pas un salaire à la tâche comme celui qui s'est beaucoup mis en place avec l'industrialisation au XIXe siècle en Europe de l'Ouest. C'est plutôt un salaire lié à la personne. Et bon, bah voilà, hein, comme j'en ai donné là 2 exemples, on pourrait en citer plein d'autres. En fait, en soi, les charges dont étaient propriétaires les nobles dans l'Ancien Régime, ça fait aussi penser à ça. C'est-à-dire en fait un revenu qui est garanti, dont vous êtes propriétaire, une charge qui vous appartient et qui se définit eh bien par un certain nombre d'examens que vous allez passer, qui vont vous donner qui vont vous donner la pleine propriété, la pleine possession de votre charge et donc de votre travail. Dans la société d'aujourd'hui, Friot, il pointe plusieurs cas qui relèvent selon lui du salaire à la qualification personnelle. Déjà, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, vous avez par exemple les enseignants. Bon, ma foi, on passe un CAPES et c'est ce CAPES qui véritablement donne lieu à notre rémunération. C'est un statut qui est attaqué avec par exemple les heures supplémentaires qui viennent réintroduire l'idée de salaire à l'heure ou de salaire à la tâche. Mais au-delà des primes, le principe de base du statut du fonctionnaire, qui d'ailleurs voit le jour à peu près au moment de tout un tas d'autres avancées sociales qui vont dans le sens de ce salaire à la qualification personnelle, c'est-à-dire l'après-Seconde Guerre mondiale et les mouvements sociaux qui en ont découlé, méconnus, en 1946. Et donc,
le statut du fonctionnaire, ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, en tant que prof, bien une semaine où je fais plus d'heures que l'autre, je ne vais pas forcément avoir plus ou moins d'argent. Je peux essayer de le faire déclarer aujourd'hui, maintenant que le système des primes a un peu contaminé la fonction publique. Mais par exemple, ça marche pas pour les sorties. Si j'accompagne plein de sorties une semaine et que la semaine d'après, je fais pas grand-chose, même je fais pas de correction, je vais te payer la même chose les 2 semaines. Ça m'est arrivé le mois dernier, c'est pour ça que l'exemple me vient rapidement. Quel est l'intérêt du salaire à la qualification personnelle selon les friotistes, entre guillemets? Eh bien, l'intérêt, c'est de pouvoir, on parlait du concordat tout à l'heure, de donner une liberté dans son travail en étant un peu plus propriétaire, parce qu'on va voir que c'est souvent des degrés, un peu plus propriétaire de son outil de travail que quand on est payé à l'heure. Et l'exemple de ça dans le Concordat, c'est les prêtres, les pasteurs et les rabbins qui sont payés par la préfecture dans un salariat à la qualification. C'est-à-dire que c'est en tant que prêtre payé, reconnu comme tel à l'issue du séminaire, que la préfecture les salarie. Ça fait que quand ils sont maîtres de cérémonie et qu'ils officient à l'église, en fait, qu'ils préparent cette cérémonie, qu'ils rencontrent les familles en amont, etc., on n'est pas du tout dans le même rythme que celui des agents et agentes funéraires qui doivent empiler les décès, les ventes de contrats de prévoyance pour pouvoir avoir un revenu décent, puisqu'on le sait, a priori là dans l'auditoire, les primes sont extrêmement importantes dans ce qui constitue le revenu des agents funéraires aujourd'hui. Donc, du coup, il faut vraiment essayer de débloquer ces primes-là. Notre prêtre, notre rabbin, notre pasteur d'Alsace, il s'en fout complètement. C'est pas ça qui fait sa rémunération, il n'a pas une prime. Voilà. Donc c'est en fait en gros ça l'avantage du salaire à la qualification personnelle. Alors, dans les autres cas qui sont mis en avant, on a aussi les retraités. Alors ça, c'est un petit peu je dirais, mi-poétique, mi-provoque de la part de Friot et du réseau Salariat, consiste à dire que quelqu'un qui est à la retraite, finalement, il reçoit un revenu régulier qui est lié à sa qualification, puisqu'on n'a pas tous et toutes la même retraite. Donc c'est bien lié à nos qualifications en tant qu'actifs. C'est ça qui conditionne la retraite qu'on reçoit tous les mois. Or, souvent, les retraités travaillent. Ils sont en activité d'une autre manière, c'est-à-dire que ils sont pas oisifs, ils sont investis dans des associations très souvent, et donc dans ce cadre travaillent. L'écrasante majorité des associatifs sont des retraités. Du coup, en fait, selon lui, c'est pas une espèce de solidarité, une espèce de charité que l'on accorde aux vieux. C'est concrètement, c'est la reconnaissance d'une activité économique qu'il réussit à identifier d'ailleurs dans le PIB et qui pour lui, le produit intérieur brut, il y a plusieurs manières de l'interpréter, mais d'après Friot et ses sbires, en fait, les retraités participent très largement à l'activité économique de la France. Et donc, en tant que tel, il faut arrêter de dire que c'est de la solidarité active que nos cotisations subventionnent la retraite, mais il faut le voir comme la reconnaissance d'une activité salariée, et c'est aux retraités d'être dignes de mériter cette charge. Pour les friotistes, ce n'est pas tout travail qui mérite salaire, c'est tout salaire qui mérite travail. Et aux retraités de justifier, en étant utile à la société, de ce salaire continué. Il appelle ça comme ça aussi. Pour lui, la retraite est un salaire continué, c'est-à-dire le passage pour les gens qui travaillent dans le privé ou dans le public au salaire à vie, au salaire à la qualification personnelle, après avoir été dans un salariat plus classique potentiellement pendant leur vie. Alors à la qualification et pas au diplôme, pourquoi ça? Parce que ce serait, comme je l'ai dit, chez les mandarins chinois au IVe siècle, on n'était pas exactement dans un système très progressiste, et on était donc pour le coup dans le salaire au diplôme. Attendez, je crois que les oignons vont peut-être cramer. Ah non, c'est bon. C'est merveilleux. Il y a quelqu'un qui est au salaire à la qualification personnelle qui va s'occuper des oignons, que je salue. Donc, je reprends. Désolé pour les gens qui écouteront l'enregistrement, qui n'auront pas le contexte et qui seront perdus. Du coup, le salaire à la qualification personnelle, pourquoi c'est pas un salaire au diplôme seulement? Parce qu'on peut reconnaître des qualifications autrement que par le diplôme. La valorisation des acquis d'expérience, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. L'existence même du CAP après la Première Guerre mondiale est pour le coup un diplôme basé aussi
sur la reconnaissance d'un temps passé auprès des entreprises et passé auprès de maîtres d'apprentissage, à parité avec un temps de cours. Et donc, l'idée encore une fois, du réseau salariat, c'est de mettre en place un salaire à la qualification personnelle pour tous et toutes, pour toute la société, une société entière qui sort d'une logique de précarité face à l'emploi. Et c'est l'idée forte, c'est donc que ça ne soit pas forcément un diplôme, mais que ça puisse être des qualifications avec des acquis d'expérience qui sont reconnus. Et puis aussi, l'autre idée importante, c'est que la personne qui perd son emploi, quelqu'un qui se fait virer concrètement, eh bien, il peut encore toucher son salaire, même s'il a perdu son emploi. On délie le travail de l'emploi. On délie la charge qu'on a en tant que prof, par exemple, ou agent funéraire, si on réussit à mettre en place ça, de l'activité que l'on a en emploi. C'est pas la même chose. Par exemple, moi j'ai eu un collègue une fois qui avait eu des gros soucis avec la justice, qui a plus donné cours pendant un moment. Mais il a continué à garder son traitement pendant un moment, puisque précisément c'était un salaire lié à sa qualification. Il a le CAPES, donc ça fait que avant qu'il ait pu, en l'occurrence au bout d'un moment, il a fini par perdre aussi sa charge parce que il y a eu des soucis judiciaires et que ça lui a été retiré. Mais dans le temps intermédiaire avant l'issue du procès, ce collègue continuait à percevoir une partie de son traitement, puisque c'est un salaire à la qualification personnelle et pas un salaire à la tâche ou à l'heure. Même s'il ne donnait plus d'heures de cours, il continuait à percevoir son traitement. Et donc ça, c'est pratique et intéressant dans une dynamique où, comme dans le monde funéraire, il y a des patrons qui imposent des directives parfois violentes, puisque ça peut permettre de dire zut et de dire je vais aller chercher un emploi ailleurs. Je vais aller chercher un emploi ailleurs parce que je ne suis plus certain que je puisse exercer mon métier en accord avec mes valeurs ici. Je quitte cet emploi, j'en cherche un autre, ça prendra le temps que ça prendra, et en attendant, je continue à percevoir mon traitement pendant un temps qui fera peut-être partie des débats de ce soir. Donc voilà, en gros, ce qu'est le salaire à la qualification personnelle, un statut qui permet d'être vraiment propriétaire de sa charge, qui permet de vivre sans se soucier d'être à la merci de son employeur, puisque dans le salaire à la qualification personnelle, c'est pas directement forcément mon chef qui est la personne qui me paie. Par exemple, en tant que fonctionnaire, encore une fois, c'est quand même l'exemple le plus simple pour moi, eh bien, notre employeur, c'est pas le chef de l'établissement. C'est même pas techniquement le recteur de l'académie. C'est l'avantage de la fonction publique d'État. Notre patron, c'est quelque chose finalement d'assez gazeux. Alors évidemment, vaut mieux pas se mettre à dos le proviseur, je dis pas le contraire, ou le principal. Mais enfin, voilà, c'est pas lui notre chef direct, ce qui fait qu'on a cette liberté pédagogique, par exemple dans le monde de l'enseignement. Et donc voilà, le salaire à la qualification personnelle, a priori, dans l'idée, j'ai tout dit. Certains qui travaillent sur la sécurité sociale de la culture disent que le statut d'intermittent du spectacle tend vers un salaire à la qualification personnelle, puisqu'en gros l'idée est simple, vous touchez un revenu qui s'appelle l'intermittence, si vous pouvez justifier d'un certain nombre d'heures, par exemple de spectacles vivants que vous avez fait dans l'année, par exemple. Et certains à la sécurité sociale de la culture, qui est une autre émanation de réseau salariat, disent que ce qu'il faut, c'est faire baisser le nombre d'heures minimum à 0, de manière à ce que ça devienne une autre forme de salaire à la qualification personnelle. Mais c'est un débat, puisque au sein des membres de la sécurité sociale de la culture, d'autres disent que c'est plutôt un statut oppressif que émancipateur, et donc ça fait des débats en interne. Et la raison pour laquelle Alban et moi avons voulu greffer cette idée de salaire à qualification personnelle dans le champ du funéraire, même s'il y en a déjà un peu avec les agents de la fonction publique territoriale qui travaillent dans le funéraire, enfin c'est quand même pas du tout la norme, c'est parce qu'il nous semblait que les avantages, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi, la tranquillité, la maîtrise de son outil, offraient une sécurité qui bénéficierait in fine aussi aux familles, puisqu'elle garantit d'offrir en termes de service un agent de soins, un peu comme dans la fonction publique hospitalière, et pas un commerçant, fût-il le plus honnête qu'il soit. Voilà, je la boucle. Merci de votre attention. Mais j'en suis à 15 minutes. C'est merveilleux. Je suis très content de moi.
Eh ben voilà, j'ai présenté le salaire à qualification personnelle, mais enfin, c'est une définition et une façon de le voir qui peut être sujette en elle-même à discussion, évidemment. Voilà, merci de votre attention. Super, c'était ultra complet. Prof d'histoire indeed. Du coup, pour le deuxième sujet, pour enchaîner un petit peu sur la fin de ce que tu disais justement, pour les qualifications des travailleurs et notamment la rémunération à la tâche. Moi, je pensais spontanément, par exemple, au statut des porteurs qui sont majoritairement en intérim, par exemple, et qui du coup, l'intérim, on est vraiment sur le summum de la rémunération à la tâche pour le coup. Et la particularité, par exemple, d'une ville comme Lanester, qui a une régie, qui est une toute petite ville, limitrophe à Lorient, enfin toute petite, toute proportion gardée, mais qui est vraiment pas grande, qui a quand même une régie municipale, donc ses pompes funèbres municipales et tout le service qui va aussi en fonction publique. Eux, par exemple, pour les porteurs, comme on n'est pas sur une mission qui est régulière, parce que on est dépendant forcément de la nécessité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort à enterrer ou pas, du coup, pour qu'ils puissent avoir un salaire à plein temps et être à plein temps au sein de la mairie de Lanester, en fait, ils ont d'autres tâches de type entretien des espaces verts, entretien de la voirie, et ils sont appelés en priorité sur les obsèques. Leur planning est amené à bouger un peu en dernière minute. Quand il y a des obsèques qui s'organisent, ils savent que 3 jours après, ils sont au cimetière et leur planning est flex comme ça. Ce qui permet de stabiliser leur emploi, ce qui est assez rare pour des porteurs, notamment sur ce poste, ce qui est assez rare tout court dans le funéraire, mais bon, on le sait toutes et tous ici. Mais du coup, ça donne aussi un peu un exemple de ce qui peut exister de ce fameux déjà là à la Frio, en fait, des possibilités si une première étape pourrait être que des régies municipales se remultiplient, de retrouver une sécurité de l'emploi qui permettrait potentiellement aussi de faire autre chose que du funéraire quand il n'y a pas de besoin en funéraire. Ouais, vas-y Noémie, justement, par rapport à l'exemple de Genève que tu connais notamment et à ton expérience ici, parlant des cérémonies, tu as pas mal de choses à dire. On avait eu l'occasion d'en parler un peu ensemble. Je trouve ça extrêmement intéressant. Moi, je découvre du coup cette notion de salaire à la qualification. Ça vient pointer du doigt une équation qui est pas évidente du tout à tenir en France pour l'instant sur ce métier de célébrant funéraire indépendant. Avec ce métier de célébrant funéraire indépendant qui a émergé en Suisse il y a une vingtaine d'années, qui s'est déployé notamment pas mal dans le canton de Genève, et qui est vraiment, on va dire, le miroir civil, laïque du rôle du prêtre, qui vient intervenir que sur la dimension symbolique des funérailles, et qui vient pas intervenir sur la dimension logistique, administrative. Donc, dans le canton de Genève, il y a pas mal d'officiants funéraires indépendants qui ont été formés et qui sont appelés quand une famille va voir des pompes funèbres va voir les pompes funèbres municipales, elle a le choix entre faire appel à un officiant religieux ou faire appel à un officiant indépendant. En France, on est quelques-unes à exercer ou à avoir exercé ce métier qui est émergent, qui n'a pas de cadre de qualification reconnu pour l'instant. Et l'équation qui est difficile à tenir, c'est que ça suppose de comment est-ce qu'on fait pour financer la disponibilité. Quand on intervient sur cet endroit-là, accompagner les familles, c'est entre 15 et 20 heures de travail pour préparer le contenu de la cérémonie, et forcément on sait jamais quand est-ce que la cérémonie, quand est-ce qu'il va y avoir un décès, ça c'est le propre des métiers du funéraire. Et du coup, pour l'instant, la plupart des indépendants qui ont essayé, au bout d'un moment, ils ont achoppé sur le fait que ils n'avaient pas de moyens de pouvoir rester disponibles, de pouvoir financer le temps où on est disponible pour accueillir les familles et pouvoir les accompagner avec tout l'engagement que ça suppose quand il y a un décès qui vient. Ce format-là de faire appel à des célébrants extérieurs, c'est quelque chose que j'ai vu par exemple dans la coopérative funéraire de Bordeaux. C'est pas pensé de la même façon à la coopérative funéraire de Rennes où c'est une fonction qui est internalisée et qui pose le problème de un engagement à 300% dans l'accompagnement qu'on veut proposer et dans l'accompagnement à avoir une cérémonie qui soit singulière et qui corresponde pleinement aux familles qui sont là. Et comment est-ce qu'on fait quand on doit accompagner plusieurs familles dans la journée et pouvoir passer comme ça d'une famille à l'autre. Et donc, pardon, je veux pas m'embrouiller, c'était dense et ça m'a évoqué beaucoup de choses, mais d'avoir
ça me fait cet écho en tout cas avec le fait qu'aujourd'hui, les prêtres, comme c'était cité sur cet exemple du salaire à la tâche, ils ont cette disponibilité qui est financée, qui fait que quand il y a une famille qui vient les contacter pour être accompagnée pour des funérailles, et ben leur temps, quand ils sont assez nombreux pour le faire, et peut s'organiser pour être prêt à les accueillir. Ce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui dans le funéraire. Je trouve super intéressant que tu viennes aussi soulever le temps qu'accompagner des familles nécessite, aussi en termes d'énergie et de disponibilité, ce qui peut parfois être très compliqué quand on a aussi. Je trouve super intéressant que tu viennes aussi soulever le temps qu'accompagner des familles nécessite, aussi en termes d'énergie et de disponibilité, ce qui peut parfois être très compliqué quand on a aussi, comme Robert disait, la polyvalence fait qu'on fait plusieurs choses en même temps, et quand tu internalises l'office de cérémonie, c'est chouette parce qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur ou une seule interlocutrice pour la famille, ce qui est très pratique et ce qui fluidifie énormément tous les échanges, sauf qu'il y a aussi le fait que du coup, tu divises ton temps entre plusieurs temporalités selon le moment où la famille rentre dans l'agence, où tu as ton premier entretien, les moments où tu as les horaires d'ouverture de toutes les administrations qui te permettent de faire aussi tout l'administratif nécessaire au métier, puis seulement dans un troisième temps, le temps d'accompagnement de la famille, sauf qu'au moment où toi, tu en es vraiment à l'organisation de la cérémonie, si tu es sur d'autres tâches en même temps, tu sais que tu vas forcément devoir réduire ce temps d'investissement, ce qui demande une énergie assez considérable. Et je ne sais pas, Cécile, si tu veux prendre la parole là-dessus, parce que toi, tu as expérimenté, on va dire, à minima 2 voire 3 points de vue du travail du funéraire, que ce soit en tant que porteuse, aujourd'hui en tant qu'officiante dans un crématorium, parce que le salaire à la qualification engloberait aussi le côté le côté purement technique du crématorium, et en même temps cet accompagnement un peu à la chaîne, ce qui est assez antinomique quelque part dans l'organisation de cérémonies vraiment purement industrielles, quand bien même en plus toi tu bosses dans une régie municipale, ce qui vient aussi contredire le premier exemple donné de la Nestor, où là même dans une régie municipale finalement on n'a pas encore trouvé la solution pour que l'agent de service public que tu es puisse avoir ce temps dédié à la famille. On est quand même presque dans un rendement, si j'ai un peu saisi. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus de cette expérience à Kerlétu. Alors, au-delà, merci Gaëlle, mais au-delà du rendement, je pense aussi que le manque d'infrastructures pour accueillir la demande de crémation n'est pas à la hauteur actuellement. Je sais qu'il y a en projet beaucoup de DSP, enfin délégation de service public, pour ouvrir d'autres crématoriums. Mais on reste encore et toujours en DSP, c'est-à-dire en délégation de service public. Moi, ça me fait frémir parce que on en revient à ce qui avait été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans du public, mais on est encore dans de la marchandisation et dans la délégation, en fait. Donc, si effectivement il y a une certaine robotisation et dans l'accueil des familles, même dans une régie municipale, c'est plus dû au fait qu'il y a beaucoup de demandes et finalement pas assez de place. Les demandes de crémation augmentent. Clairement, l'avantage de la régie et l'intérêt, c'est qu'on n'est pas dans cette fameuse marchandisation du corps et des funérailles. On est dans une approche finalement beaucoup plus pondérée et tranquille. Malgré tout, la demande et la pression fait que, in fine, on se retrouve avec 20 minutes d'entretien avec des familles qui ont déjà été briefées au préalable par des pompes funèbres en leur disant
Un recueillement, c'est 15 minutes. Vous avez le droit à 3 musiques, 20 photos, un diapo, peut-être une intervention si ça rentre. Et pour l'hommage, c'est 60 photos, 4 musiques, etc. Donc c'est vrai que c'est extrêmement calibré. Bon, pour des raisons aussi environnementales, parce que faire tourner un four, ça coûte beaucoup de gaz. Et que les choses sont hyper timées, donc il faut pas déborder. Ça reste très, très, pour le coup, ça reste très normé. Bon, après, si comment dire, la proposition de lieu pour les crémations était plus vaste, je pense que ça serait plus détendu. Après, si, bon, je crois qu'il n'y a pas d'après. Je pense que on manque. On manque, très clairement. Et pour répondre à ta question, Gaëlle, je ne sais plus s'il y avait une question, il faut que je me recreuse la tête. Où en étions-nous? Aide-moi, Gaëlle. C'était est-ce que du point de vue de la régie, tu y as déjà quand même pas mal répondu finalement, mais c'est vrai que dans ce côté office de cérémonie, finalement, il y a plutôt l'aspect technique de la crémation qui prend le pas dans l'organisation d'une journée. Et Oui. de ce que je me disais aussi, mais ça c'est plutôt lié, j'imagine, à la situation économique actuelle des collectivités territoriales. C'est Oui. aussi qu'on est plutôt, comme dans tout un tas d'autres domaines du fonctionnariat, plutôt sur des missions de vacataires que sur réellement un statut de fonctionnaire finalement. Très clairement. Oui, oui, oui. Pour vous donner un exemple, moi j'ai embauché à la régie il y a un mois, bientôt un mois. Je suis vacataire sur un contrat de 6 mois renouvelable, une fois, 2 fois. Je sais que j'ai un collègue, un jeune collègue, Valentin, qui est là depuis près de 2 ans et qui va peut-être enfin avoir sa enfin bon, bref. Voilà, je suis un peu dyslexique, donc j'ai du mal à le dire, ce mot. Et oui, effectivement, la rémunération attachée à la qualification, on en est loin encore. Je sais que, pour exemple, aussi dans d'autres endroits, aussi bien dans l'enseignement de l'art, etc., le problème est le même. C'est-à-dire que les tutarialisations, bref, pour être titulaire, c'est un peu long et compliqué. Voilà. Voire inatteignable. Oui. Je crois que Noémie veut prendre la parole. Oui, quand tu évoques la façon dont sont standardisés les entretiens et la façon dont sont brivées les familles qui arrivent pour les funérailles, pour moi, ça me fait un écho très fort avec le contenu, en effet, des formations de conseillers funéraires aujourd'hui. Je sais plus le déroulé que tu annonçais, Gaëlle, tout à l'heure. Je sais plus exactement où on en est. La transition est parfaite, tu peux t'envoler, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, ces métiers-là du funéraire, les tâches qu'il y a à faire à l'intérieur, c'est des tâches qui sont centrées sur la dimension logistique et administrative. On est là pour assurer la destination du corps et s'assurer que tout est dans les règles au niveau de la loi. Mais par contre, la dimension symbolique, la dimension de la cérémonie, elle a pas fait partie des fondamentaux de comment ces professions elles ont été construites. Ça a été un palliatif, quelque chose qui s'est rajouté pour venir suppléer quand le culte il a plus répondu à une partie de la population en ayant des formations qui proposent d'apprendre à faire des textes à trous et à avoir son catalogue de poèmes. Mais il n'y a pas de temps qui est prévu dans l'emploi du temps des conseillers funéraires qui est valorisé dans ce travail à la tâche qu'il y a à l'horaire. Il n'y a pas de temps qui est valorisé pour se rendre disponible à accueillir l'histoire d'une famille, à accueillir de quoi est-ce qu'ils ont besoin pendant ces funérailles, à prendre le temps de les rendre acteurs de ce moment-là. Ce temps-là, il rapporte rien aujourd'hui dans une pompe funèbre classique. Donc, la plupart des conseillères funéraires vont pas être invités à prendre ce temps-là. Parfois, ils vont le prendre parce que c'est impossible pour eux de pas le prendre et parce qu'ils sont dans un cadre où on le tolère.
Mais parfois, on va bien leur faire comprendre que s'ils passent trop de temps à préparer une cérémonie, et ce trop de temps, ça peut être une demi-heure, ça passe pas, parce que ça rapporte rien. Donc, quand je vois pour toutes les familles que j'ai accueillies, comment on a besoin parfois de se revoir plusieurs fois, de semer une première graine, parce qu'on est dans un état de choc qui est relatif au deuil, qui est normal, et qu'il faut parfois passer une nuit dessus avant d'être capable de se dire « Ah bah ce truc-là, ça me parle pas, mais par contre ça me fait penser à… » Quand je vois le rôle qu'on a en tant que conseiller funéraire à raconter, à éveiller de l'imaginaire à cet endroit-là, pour justement mettre en branle les rouages qui vont permettre à la famille de s'approprier, d'être actrice de ce moment-là, bah ça suppose du temps. Ça suppose du temps, ça suppose d'être tranquille un peu dans ce moment-là, à pouvoir dire que c'est ok de prendre le temps. Et aujourd'hui, en effet, le métier tel qu'il fonctionne et les briques qui composent ces métiers-là de conseiller funéraire et de maître de cérémonie, ils incluent pas du tout ce temps un peu long, un peu suspendu, qu'on est pourtant en capacité de prendre même dans ce temps assez court qu'on a pour organiser des funérailles. Et je laisse la parole. C'est hyper bien pensé. Oui, parce que c'était aussi intéressant ce que tu disais par rapport au-delà du temps aussi, de la capacité à réceptionner. Tu parlais de l'état de choc, que la famille se retrouve dans des situations et des dispositions émotionnelles qui sont compliquées à anticiper, à gérer, à pouvoir réellement prendre en considération. Et ça fait aussi partie de ce à quoi on n'est pas formé quand on fait en tout cas les formations rapides en un mois. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines parmi vous ont eu des retours sur des BTS qui se créent. Alors, une formation sur 2 ans laisse forcément beaucoup plus de temps, mais comme tu disais, le temps n'est pas rentable. Et pour le coup, juste par curiosité, j'ai été voir sur le CFA de l'Académie de Paris. Très rapidement, je vous lis sur la page d'accueil pour le BTS conseiller funéraire. Début de citation, la mise en œuvre d'une stratégie commerciale et marketing totalement individualisée, où le relationnel puise sa source dans l'intelligence des données, implique que pour nouer une relation de proximité avec le client, le commercial doit avoir une connaissance extrêmement précise et unifiée du client pour répondre à ses attentes et anticiper ses besoins en temps réel. Le conseiller funéraire est le premier interlocuteur des familles endeuillées, véritable support durant la préparation des obsèques. Il joue un triple rôle, à la fois coordinateur, commercial et administratif. Bon, alors certes, on laisse plus de temps à la formation, mais pour donner ça au final, c'est une formation de commercial sur 2 ans. Donc en fait, ce qu'on pourrait avoir vu en premier abord comme une espèce de solution à cette formation lacunaire, où justement on manque d'appréhension de ce qu'est la psychologie du deuil, de comment est-ce qu'on réceptionne des histoires parfois difficiles. Dans pas mal de situations, on se retrouve quand même à presque rentrer dans l'intimité d'une famille, parce qu'on parle avec plusieurs membres de la famille, parce qu'on rentre un peu dans une histoire et qu'il faut savoir la raconter derrière. Donc c'est quelque chose qui est parfois très lourd à porter. Il y a aussi un temps de repos qui n'est pas pris en compte. Et aussi un accompagnement psychologique, parce qu'au-delà des familles, il y a aussi la nécessité, je pense, et je ne crois pas être la seule des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres opérateurs funéraires, qu'en fait, on a aussi besoin d'un accompagnement psychologique pour les personnes qui travaillent dans le funéraire, qu'importe notre poste, qu'importe notre densité de travail et l'implication qu'on y met, on se retrouve parfois à réceptionner des moments de vie très difficiles et en tout cas à vivre pour les personnes qu'on accompagne un moment de vie qui peut s'avérer être très compliqué aussi. Donc voilà, sur cette formation, j'ai un peu le sentiment que la seule perspective pour le moment qui paraisse à peu près viable et qui puisse éventuellement donner envie, je dirais que c'est l'alternative qu'est en train de proposer la Fédération des coopératives funéraires de France pour proposer une formation. Maintenant, je sais qu'ils sont en train de la faire. Est-ce que, au-delà du fait que quand on paiera une formation, on paiera plutôt des personnes qui ont une éthique, une morale et une volonté de faire ce métier, je dirais, de manière plus humaine. Là, c'est complètement subjectif, mais en tout cas, les coopératives ont tendance dans leur pratique et dans leurs offres à proposer des choses qui sont plus proches du besoin social que ne sont d'autres opérateurs funéraires. Donc, du coup, on peut peut-être avoir l'espoir que dans la formation qu'ils proposent, ça aille aussi dans ce sens et qu'on puisse apprendre à voir le temps
nous, dans l'anticipation, dans la préparation et ensuite pour se remettre. Je voudrais amener un élément juste bref de conséquence sur le rapport au temps. Quand on a très peu de temps pour préparer la cérémonie, on va limiter le nombre d'interlocuteurs avec qui on parle. Donc ça amène aussi des situations d'exclusion où on va aller se concentrer sur la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles ou sur le tout premier cercle pour les impliquer dans les funérailles. Quand on a du temps pour accompagner les funérailles et pour la cérémonie et pour être pleinement dans cet accompagnement avec les familles, bah, ça nous laisse l'espace pour aller nous intéresser aussi au cercle des amis, au cercle des collègues, au cercle des engagements associatifs et à prendre en compte les besoins que ces cercles-là qui font pas partie du premier cercle directement touché par le décès bah, puissent aussi avoir sa place dans le temps du rituel et du deuil. Oui, je voulais réintervenir sur les formations. J'ai passé moi la formation conseiller funéraire il y a finalement quelques mois. Voilà, et c'est une formation extrêmement rapide où clairement les choses ne sont pas. On aborde le cadre réglementaire. Là, pour le coup, effectivement, le CJCT, on le connaît sur le bout des doigts, normalement. Et à quasiment aucun moment n'est abordé la psychologie du deuil, l'accompagnement, comment préparer réellement une cérémonie. Je pense qu'on a une demi-journée là-dessus à peine. Par contre, l'aspect commercial de ce qui relève de ce qui est rentable à vendre et comment et pourquoi et surtout les assurances, les contrats obsèques, ce sur quoi moi je suis absolument contre, puisque aujourd'hui je suis dans ce collectif sur la sécurité sociale de la mort. Bien évidemment, ça signe l'arrêt complet des contrats obsèques, ce qui va faire une grosse levée de bouclier, mais bon, ça c'est pas grave et on saura y faire face. Je crois, et pourquoi je voulais en venir à cette formation, les formations souvent sont faites par des grands groupes. Pour ma part, j'ai fait une formation auprès de Funecap, donc qui est ceux qui ont Rock Éclair et tant d'autres. Et elles ne sont absolument pas à la hauteur. Là-dessus, on est bien d'accord. Ensuite, sur un accompagnement, la seule solution, et on en revient à cette discussion, c'est le salaire à la qualification. C'est le seul moyen de sortir de cette commercialisation des obsèques. Et je crois, alors je ne crois pas que si Noémie était peut-être là pendant la préparation précédente de cette intervention, où on parlait en fait du statut du décor, en fait, de la non-disponibilité des corps, qui est un point, je trouve, réglementaire qui est à mettre en avant, sur le fait qu'un corps humain, on n'a pas à marchandiser un corps humain. Autant, et ça reprend autant les travailleurs du sexe comme on l'avait abordé, que la PMA et que plein d'autres choses. Et ça rentre aussi dans les métiers du funéraire. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Essentiel, on ne peut pas marchandiser les corps. C'est déjà inscrit, c'est un déjà là, comme dirait Friot. Et si on obtient ça, et si on peut faire avancer cette idée-là, voilà, on se débarrasserait et de Funecap et d'OGF et de tous ces gens-là, et il n'y aurait de place que pour des coopératives, effectivement, avec des travailleurs du funéraire avec une qualification, avec un salaire à la qualification, qui auraient le temps d'accueillir les familles. Gaëlle, je crois que je suis pas sûre d'avoir été dans le... je te laisse la parole.
Non, mais c'était encore une fois une transition parfaite parce que du coup, ça vient un peu questionner aussi qu'est-ce que ça pourrait amener au-delà de nous travailleuses et travailleurs du funéraire dans le temps qu'on peut et dans l'énergie qu'on aurait disponible pour les familles. En fait, justement, pour toute personne en contact avec la mort de près ou de loin, c'est-à-dire absolument tout le monde, qu'est-ce que ça pourrait amener de relier le funéraire au système de santé, qui est quand même un peu le point final justement de tout notre système de santé, comme si un corps ne valait plus du tout la peine qu'on s'en occupe une fois que le cœur ne bat plus. Et au-delà de la formation et au-delà de notre métier, qu'est-ce que dans un monde idéal où notre système de santé, où regarder la rémunération à une qualification et d'honorer quand même nos soignantes de la même dignité qui était pensée il y a encore quelques dizaines d'années, bah, qu'est-ce qui pourrait, dans l'accès aux funéraires, et là, bah, du coup, cette question qui est sincère de ma part, se pose à vraiment toutes les personnes qui sont présentes ce soir, c'est qu'est-ce que ça pourrait advenir pour vous? Qu'est-ce que ça pourrait changer aussi dans votre rapport à la mort et dans votre rapport aux obsèques, aux funérailles de vos proches? Je laisse le bruit du ruisseau pour la concentration. Vas-y, Jean-Loup. Oui. En tant que simple mortel, c'est rigolo de dire littéralement ça. C'est vrai que je suis rentré une fois du coup dans les pompes funèbres à titre à titre de d'endeuiller cette dernière année, puis 2-3 fois dans ma vie, ce qui est pas à la fois pas beaucoup et à la fois quand même déjà suffisant pour avoir des sensations. Et c'est vrai que j'ai pour le moment pas encore rencontré d'agents funéraires. Je dirais qu'il y a des pratiques malhonnêtes qui se soient mal comportées humainement. Du coup, on en a entendu des dizaines d'histoires depuis qu'on fait le collectif, mais j'en ai pas encore été témoin. En revanche, c'est vrai que un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir vraiment la charge mentale, mais pas dans l'angle féministe où il a beaucoup été popularisé à raison, mais même dans des moments où ça peut être universel et où on peut tous la ressentir, c'est-à-dire au moment du deuil, j'ai vraiment l'impression que même en n'ayant jamais été l'endeuillé principal, entre guillemets, c'est-à-dire ni sur le plan des tâches administratives, ni en termes de lien de parenté ou de lien tout court, dirais-je, celui qui était le plus fortement lié à la personne décédée, j'ai quand même eu l'impression de percevoir vraiment cette espèce de sentier de dépendance dont parle Pascal Trompette, où s'ajoute à la tristesse vraiment cette espèce de souci permanent qu'on a aussi quand on prépare un déménagement ou bon, ça c'est quelque part un déménagement sans retour. Et l'étape de la pompe funèbre n'est pas une étape qui détend. Voilà. Si je compare avec un déménagement, aller boire un coup après le déménagement, quand on a fini de s'emmerder avec les meubles, ça c'est une étape qui détend. C'est l'étape où on pose ses valises. Le moment où on conduit le camion de location, on n'est pas détendu. Ben, de la même manière, dans le processus des obsèques, aujourd'hui, les fois où j'y ai été confronté, j'ai constaté que c'était une étape stressante, un truc en plus où il faut faire attention à pas se faire un peu niquer sur les tarifs. Voilà, exactement comme quand on prend le camion de location. On se dit ah bon, c'est à partir de maintenant qu'il faut que je mette mon cerveau en état de proie sur la défensive, que je sois aux aguets, que je vois vraiment si on va pas essayer de me faire signer la garantie de trop. Je voyais autour de moi, j'étais pas le seul, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on est, d'une part, plus susceptible de se faire avoir, mais tout en étant largement plus tendu que ce que ça pourrait être. Donc, un double désagrément, quoi, finalement. À la fois économiquement, la crainte de pouvoir se faire rouler et le fait que, du coup, on soit pas assez détendu pour vivre le moment tranquillement. Et je me dis que des agents, enfin, je sais pas, moi, par exemple, quand on a des parents qui viennent nous voir en rencontre parents-prof,
j'ai le temps et j'ai l'espace, ça veut pas dire que je vais le faire, parce que ça veut pas dire que je suis un chic type, mais j'ai le temps et j'ai l'espace de leur dire bienvenue, de les faire s'asseoir sur la chaise, et ça peut durer 1 heure. Quand je leur parle de leur gamin, etc. Concrètement, ça peut durer 1 heure, et des fois, ça prend 1 heure. Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut pas mieux être un peu efficace? Peut-être, mais en tout cas, j'en ai la possibilité. Et, et donc, j'ose espérer que dans la journée du parent qui vient me voir pour parler de la scolarité de son gamin, je suis pas une étape qui rajoute du stress, mais une étape qui en retire. J'espère. Je sais pas. J'ai pas de retour clientèle. Mais j'essaye en tout cas. Je pense à Alban qui fait de l'éducation à la mortalité, qui du coup justement a du temps. Bon, bah déjà il met en place ce truc d'éducation à la mortalité qui est très 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 balbutiant en France, parce qu'il a le temps de le faire, parce que voilà, il peut tout à fait s'y consacrer. Et puis bon, ben voilà, il a le temps de faire ça bien. Il ramène des mouchoirs, il ramène un chocolat chaud du producteur local. Bon, il fait ça bien. Et je pense que des agents funéraires au salaire à la qualification personnelle, dans les 2 cas de figure où j'ai été un client justement, eh ben j'aurais vraiment profité de les avoir détendus et aussi moi de me détendre en n'ayant pas l'impression que on va me vendre un truc. Ça m'aurait profondément détendu. Et je pense que c'est vraiment le moment où on a besoin d'être détendu. Je me souviens, on est rentré dans ce truc des PFG où il y avait 2 personnes qui étaient très sympas, mais vraiment, on arrive dans cette ambiance d'IKEA complètement sordide, où bien que ben les agents funéraires elles ont été très pros, hein, mais ouais, voilà, on est entouré par des prix, ça détend pas. Voilà, on est sur le qui-vive. J'ai pu voir avec Alban la coopérative funéraire de Nancy. Alors, c'est pas encore le salaire à la qualification personnelle, mais au moins il y a, je dirais, les valeurs. On rentre dans un endroit très 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 épuré, il n'y a pas grand-chose. Et le catalogue, il y en a bien un, mais enfin, il est rangé dans une armoire. Et on a quelqu'un qui essaye pas du tout de vendre sa camelote et qui au contraire dit bon alors ça si vous voulez on a c'est pas cher, après ça vient de Chine, c'est pas terrible. Enfin, voilà. On sent bien que on est sur des militantes à la batelière et qu'elles ne sont, même si elles sont pas dans le salaire à qualification personnelle, elles sont déjà dans l'état d'esprit que pourrait être celui d'un agent qui est dans cet autre statut. Et vraiment, je me suis dit, ah, j'aurais bien aimé que ma maman ou ma compagne aille à la batelière plutôt que au PFG. Et je dis pas ça juste pour faire une pub pour la batelière, même si ce serait avec plaisir, mais parce que vraiment, c'était pas du tout la même expérience de vie. Ça ressemblait beaucoup plus au chocolat chaud ou à la bière d'après déménagement que à la rencontre avec le concessionnaire auto qui prête le camion pour transporter les meubles. Voilà. Je termine cette laborieuse métaphore filée maintenant. Je sais pas si quelqu'un d'autre peut prendre. Okay. Il y a Chloé qui va parler après et du coup on est la même personne sur le truc. Nous faisons cas. Moi j'ai vu le côté chocolat chaud à la coopérative funéraire de Rennes qui du coup ils se mettaient en place là pas en effet à travers le salaire à la qualification mais le fait qu'il y avait le fait que c'est un forfait en fait que payent les familles et que du coup ce forfait de base qui permet de s'assurer tous les frais de fonctionnement de la coopérative et de se dire que tout ce que les familles elles vont payer en plus, ça va pas changer ce que gagne la coop et ce que gagne la personne qui nous reçoit. Donc on a déjà décorrélé le fait qu'on n'a plus un vendeur en face de nous. En tout cas, il n'a pas d'intérêt à la vente. Je sais pas exactement. Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que ça amènerait en plus, le salaire à qualification, au-delà de tout ce qu'on a dit. Par contre, j'ai vu dans les endroits où il n'y a pas de salaire à la qualification et où il n'y a pas le forfait, des pompes funèbres où on a des agents funéraires qui osent pas poser la question à des familles de comment ça va, parce qu'elles ont pas le temps d'accueillir la réponse. Donc elles posent pas la question de peur, enfin elles l'esquivent. Et en fait, moi, en tant que famille, cette fois-ci, en tant que proche, je trouve ça, et dans tous les cafés mortels que j'ai pu animer, et les témoignages que j'ai pu recevoir, je trouve ça dingue de me dire que on peut se retrouver avec des familles qui sont confrontées à un décès, où pendant tout le parcours du
des funérailles, bah, potentiellement personne ne va jamais leur demander comment ça va, comment est-ce que vous allez vous là maintenant, de quoi est-ce que vous avez besoin. Et ça me semble primordial en fait qu'il y ait un espace. Alors on parlait des lieux d'accueil aussi, et ils sont hyper importants. C'est un autre sujet, mais forcément on n'a pas, on se sent pas dans le même cadre qui prend soin de nous quand on est dans un espace extrêmement aseptisé avec en effet les prix partout, ou si on a un endroit où on a l'espace pour se déposer et pour peut-être continuer à rester dans le lieu autant qu'on en a besoin aussi derrière, par exemple. Attends Alex, il y avait Chloé qui voulait prendre la parole juste avant, si c'est ok, comme ça tu pourras réenchaîner, ça te va? C'est ok, j'avais pas vu, désolé. Oui, moi du coup je voulais répondre à la question qui avait été posée sur qu'est-ce que ça pourrait changer. Moi, j'ai pas spécialement mal vécu le fait d'aller au PFG. J'étais un peu déçue parce que j'aurais bien aimé que ça soit la copine Enora du collectif qui s'occupe des funérailles de ma maman, mais bon, bah, c'est pas ce que ma maman a voulu, donc c'est comme ça. Maman avait déjà tout payé, avait déjà tout choisi, donc c'est vraiment pas ce que j'ai le plus mal vécu. Ce qui a été compliqué, c'est d'être ballotté de truc en truc, quoi. C'est-à-dire que on passe, ma maman, elle était handicapée avant même le cancer qui l'a emmenée. Donc on est passé de médecins de l'hôpital psy aux médecins de soins palliatifs. Et puis ensuite, on est allé au PFG. Et puis ensuite, il y a le notaire. Et puis ensuite, il y a telle assurance. Et puis ensuite, il y a la MGEN. Et en fait, moi, c'est plutôt cette multiplication de trucs qui a été hyper dur à gérer. À un moment où t'es en dépression et se lever et se faire à manger, c'est dur, quoi. Donc remplir des papiers... Et moi, je vois que effectivement, je suis prof comme Jean-Louis Alban. J'ai le temps d'aller à la rencontre des autres gens du secteur pédagogique. J'ai le temps d'aller voir 1 heure par semaine le CPE pour parler des élèves qui m'inquiètent. J'ai le temps de discuter avec l'assistante sociale et de me dire ah bah tiens, ça serait peut-être pas mal qu'on fasse une présentation en heure d'info syndicale aux collègues sur tel et tel article de loi. Et du coup, je fais tous ces trucs-là. Et je pense que vraiment, s'il y avait un salaire à la qualification et un statut qui se rapprocherait du fonctionnariat, j'espère que ça permettrait aux conseillers funéraires de se rapprocher de tous ces trucs-là et de peut-être faire un pont qui n'existe pas et qui... moi, ça m'a manqué. Je peux pas parler au nom de tous les endeuillés, mais moi, ça m'a cruellement manqué. Et... d'avoir des gens à qui parler, parce qu'en fait même aux soins palliatifs c'est assez terrible de voir à quel point la mort est tabou. Moi, le premier truc qu'on m'a dit quand maman est entrée en soins palliatifs, c'est que vous inquiétez pas, ça veut pas dire que c'est la fin, que c'est la mort, etc. Et à aucun moment on m'a expliqué ce que c'était réellement que la fin de vie. Donc j'ai cherché les réponses toute seule, mais il y a encore plein de gens qui sont persuadés que quand on est en soins palliatifs, les gens on les laisse mourir de soif et de faim parce qu'effectivement ils constatent qu'on ne nourrit plus la personne et on ne l'hydrate plus. Mais c'est aussi du soin le fait d'arrêter de nourrir et d'hydrater. C'est parce que c'est justement parce que la personne est en train de mourir qu'on ne nourrit plus et qu'on ne donne plus d'eau parce que en fait ça apporterait plus d'inconfort que de confort. Et ça, c'est des réponses que j'ai dû chercher par moi-même. Et je pense que si vraiment... mais alors, pour le coup, ça vaut pas que pour les conseillers funéraires. Hein, je pense qu'il y a vraiment tout le milieu du funéraire qui serait concerné. Mais si vraiment tout ça, ça pouvait être au mieux fonctionnalisé, et puis... après, on peut partir même dans des choses encore plus utopiques, qui est un vrai... service public ou mieux, qui avec du coup des vrais ponts et des gens à qui parler de tout ça, parce qu'en fait aujourd'hui c'est une accumulation de petites choses, alors que en fait quand on se le prend dans la tronche, c'est quand même la mort avec le grand M, et tout ça finalement c'est très lié. Donc voilà, moi à la question qu'est-ce que ça pourrait apporter, c'est à ça que je pense. En tant que juste endeuillé, je sais pas ce que ça peut évoquer pour les professionnels du secteur, mais voilà. Ouais, du coup, je prends rapidement la parole, mais Chloé m'a un peu devancé du coup sur ce que je voulais dire. Effectivement, de mon point de vue, alors par expérience, j'ai eu plusieurs expériences, mais j'étais un peu loin des personnes
qu'on enterrait. Et donc disons que j'ai pas d'expérience trop trop compliquée, mais sur le rapport au funéraire. Mais par contre, effectivement, je rejoins sur l'aspect qu'il faudrait en fait avoir les conseillers funéraires. Et d'ailleurs, je pense que le mot conseiller n'est pas bon. Mais bon, ça c'est un autre truc. Faudrait peut-être revoir le titre qu'on pourrait donner parce que tout ce que vous dites, c'est beaucoup plus large. Il y a tout l'aspect effectivement d'accompagnement, mais on entend même dans les coopératives finalement, il y a quand même une partie, on va vendre à un moment donné quelque chose, et donc effectivement, peut-être une des solutions qui pourrait être intéressante, c'est effectivement de bien identifier quelle qualification et surtout quel on va dire métier on veut aussi défendre et proposer avec des qualifications particulières liées au salaire, pourquoi pas, mais aussi pourquoi pas le fonctionnariat, et après où ces personnes doivent être, et ce qui implique derrière encore plus loin aussi de rendre de donner envie, parce que je pense à des gens de venir travailler dans ce métier, parce que j'imagine aussi que c'était un peu dit tout à l'heure, que les difficultés premières, c'est le manque aussi de personnel. Au-delà du manque, enfin, en s'ajoutant le manque d'endroits où on peut faire les crémations, les accueils, etc. Donc en fait, tout ça, voilà, enfin moi en tout cas, je redécouvre à nouveau frais là avec les partages, c'est super intéressant. Mais effectivement, enfin moi, juste un exemple où ma cousine a perdu son copain il y a quelques années suite d'un accident de montagne. Et en fait, l'accompagnement effectivement à l'hôpital était catastrophique. Et du coup, voilà, en vous écoutant, je me dis, déjà, il n'y a pas d'accompagnement psychologique de base là-bas. Et quand on voit le corps pour constater que c'est bien la personne, il n'y a pas d'accompagnement, il y a juste le médecin légiste qui est là. Et voilà, bon courage de gérer ses émotions à ce moment-là. Et derrière, on sort et on est toujours tout seul. Et donc du coup, voilà, à quel endroit il faut être, quelle qualification ça demande, est-ce que c'est pas plusieurs métiers aussi qui se diviseraient, mais ça c'est encore un autre mais le côté polyvalent est super intéressant. Mais du coup, voilà, moi ça me questionne sur, enfin voilà, ça me fait émerger tout ça. Désolé, c'est un peu confus, mais c'est un peu toutes les idées que je voulais sortir en vous écoutant depuis tout à l'heure. Mais voilà, j'arrête là. Vas-y, Cécile. Je crois que Fanny voulait prendre la parole. Ah non, j'écoute. Ok, d'accord. Je voulais réagir sur plusieurs choses. La charge mentale a été évoquée. Alors, je crois qu'elle a été évoquée pour les familles endeuillées, mais aussi pour les conseillers funéraires, enfin les accompagnants funéraires. Je crois que là, il y a aussi quelque chose de fort sur lequel il faudrait vraiment réfléchir. Ne serait-ce que pour exemple, j'ai eu une cérémonie là récemment, c'était un recueillement de 15 minutes où on ne rencontre pas les familles, où on les reçoit souvent après une autre cérémonie, souvent religieuse, juste avant, et on est là pour faire un recueillement donc de 15 minutes. Donc si on a un peu de chance, on a des musiques, sinon on les choisit nous-mêmes. Et ça fait maintenant près de 2 ans que je pratique ce métier. Et là, je me suis trompée de prénom pendant la cérémonie. C'est-à-dire qu'il s'agissait de Jean Bernard et je l'ai appelé Stéphane parce que juste, mais 4 minutes avant, j'étais non pas en cérémonie, mais en remise d'urne pour un Stéphane dont j'avais fait la cérémonie précédemment, qui m'avait particulièrement touchée. Il était jeune, non, il avait mon âge en fait, 53 ans. Mais bon, voilà, il m'avait particulièrement touchée. Et pendant cette cérémonie de 15 minutes, voilà, je me suis trompée de prénom. J'ai appelé le défunt Stéphane au lieu de Jean Bernard. Ça fait partie de la charge mentale des maîtres de cérémonie qui sont finalement entre guillemets à la chaîne
dans un crématorium. Je voulais revenir aussi sur la charge mentale qu'abordait, alors je sais plus si c'était Alban ou Jean-Loup, et sur ce fameux sentier de dépendance. Moi, il y a une chose qui me touche particulièrement. Je crois que au niveau réglementaire, pour un transport de corps, alors là, je rentre un petit peu dans les détails réglementaires. Pour un transport de corps en France, on a 24 heures, un transport de corps sans cercueil. Ce qui veut dire que les familles se retrouvent dans une urgence incroyable. 48 heures, je vois. Gaël me rappelle le contexte réglementaire, c'est 48 heures, mais 48 heures, ceci dit, c'est extrêmement court quand on est à l'autre bout de la France, etc. Donc là, on rentre déjà dans un timing qui est extrêmement serré. Ensuite, effectivement, pour organiser les obsèques, on a maintenant, et ça assez récemment, 14 jours. Avant, c'était 7, ce qui pouvait être très très court, surtout dans le cas d'une crémation, puisque effectivement il y a des temps d'attente qui sont un petit peu plus longs. Je pense qu'au niveau réglementaire, pour libérer un peu les familles, je pense que ça serait intéressant de voir s'il est possible de faire évoluer ce point de réglementation sur les 48 heures de transport, les 48 heures, ce qui permettrait aux familles d'être un peu moins dans cette urgence, en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau commercial, puisqu'on est encore dans cette optique de commercialiser la mort, les obsèques et les défunts, quand quelqu'un se charge du transport, souvent il se charge de la suite, c'est-à-dire des obsèques, de la cérémonie et de tout ce qui va avec, donc du contrat qu'il va signer avec la famille. Donc, en gros, les familles se retrouvent à devoir faire un choix en 48 heures. C'est effroyablement rapide, c'est effroyablement compliqué, et c'est là qu'on se retrouve dans ce tunnel marketing effroyable où en fait celui qui a réussi à toper le transport à partir du décès va pouvoir signer les contrats ensuite. Donc je pense que là il y a une faille réglementaire, il y a quelque chose qu'il faudrait assouplir. Je ne sais pas dans quel contexte, mais comment. Mais ça serait, ça pourrait déjà libérer. Bien évidemment, par la suite, travailler de façon plus détendue en ayant des agents funéraires payés à la qualification, donc pas au rendement, bien évidemment, permettrait bien évidemment aussi d'être plus détendu et de pouvoir faire cette fameuse pause cacao qui malgré tout détruit les forêts. J'ai bien entendu ça, Robert, mais reste un accompagnement bien plus humain que de se retrouver en un quart d'heure dans un bureau aseptisé avec un énorme ordinateur qui trône au milieu pour recueillir les besoins et les envies des familles, si tant est qu'on puisse accéder aux besoins et aux envies d'une famille en un quart d'heure. Oui, je voulais aussi revenir sur les qualifications. On parle de conseiller funéraire. Il y a aussi le maître de cérémonie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grands groupes, tels que FUNECA, PFG, etc., le conseiller funéraire n'est pas le maître de cérémonie. Ce n'est pas la personne qui va accompagner les familles le jour des funérailles. Moi, c'est quelque chose que je déplore effroyablement. C'est pour les familles, on a une personne qui va s'occuper de la personne qu'ils ont perdue avec ce qu'on appelle le transport de corps. Ce sont souvent des porteurs ou des gens absolument pas qualifiés pour la plupart qui viennent chercher la dépouille de notre proche. Ensuite, on rencontre un conseiller et ensuite, on a un maître de cérémonie qui va nous suivre et parfois encore un autre maître de cérémonie qui nous suit au crématorium parce que il y a beaucoup de pompes funèbres qui délèguent la cérémonie en civile, en crématorium, au maître de cérémonie de crématorium. Donc là, c'est une multitude de personnes qu'on rencontre. Ça aussi, ce n'est pas possible.
Et ce n'est pas proposer un service et humain et suivi à des familles. Voilà, donc c'était mes réactions par rapport aux prises de parole des... Et je laisse la parole à ceux qui ont levé la main. J'ai Fanny, Gaëlle et Noémie. Eh bien, je peux partager. Il y avait 2 points qui me sont venus. Un point en écho à ce que tu partageais, Chloé, sur la multiplicité des interlocuteurs et le fait d'être en effet salarié à qualification, comment ça pourrait peut-être davantage se connaître. Le fait aujourd'hui qu'on soit dans ces métiers qui soient des métiers concurrentiels et que les pompes funèbres soient considérés comme des commerces, une des conséquences que j'ai pu voir, c'est par exemple l'engagement qu'a la coopérative funéraire de Rennes à vouloir faire de l'information. Du coup, au-delà des cafés mortels, c'est arrivé qu'ils soient invités par des structures pour venir parler de c'est quoi nos droits au moment des funérailles. C'est quoi tout le parcours que traverse un endeuillé quand il passe la porte d'une pompe funèbre. Et notamment, ils ont été invités à des endroits par des mairies. Et en fait, ces mairies se sont retrouvées acculées par d'autres pompes funèbres du territoire parce que ça a été vu comme de la concurrence déloyale, comme une façon de faire de la publicité à la coopérative funéraire de Rennes. S'il y avait ce salaire à la qualification et si on avait des agents publics finalement qui diffusaient l'information, il n'y aurait pas ce risque-là d'être considéré comme faisant la promotion de sa structure parce qu'on est en train de donner de l'information à des citoyens sur quels sont leurs droits au moment des funérailles. Donc en effet, ça pourrait changer à cet endroit-là pas mal de choses. Et sur les qualifications des métiers, il y a eu une tentative qui a été... Ouais, concurrence pour information, c'est ça. Il y a une tentative qui a été menée il y a quelques années par InMemory. Alors pour le coup, InMemory se définit comme une entreprise à mission. On n'est pas dans le cadre exactement quand même de l'économie sociale et solidaire et ça a été monté avec des gros moyens financiers. Je sais pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui dans leur organisation, mais quand ils se sont montés, ils avaient voulu réorganiser les postes funéraires. Et donc, pour recevoir les familles, c'était un binôme qui recevait, un binôme qu'ils appelaient accompagnant funéraire et qui s'occupait de recevoir les familles, de recevoir leurs besoins, de les accompagner, de les suivre jusqu'à la cérémonie et d'officier cette cérémonie. Et une seconde personne qui avait un rôle qu'ils avaient calqué sur les métiers du spectacle, qui s'appelait régisseur, et qui, cette personne-là, s'occupait de tout ce qui était les démarches administratives, la logistique, organiser aussi la sono, etc., tout ce qui se passait d'un point de vue technique pendant la cérémonie. Et que c'était ce binôme-là qui avait été pensé pour accompagner les familles. Je sais pas comment ça pourra avoir, où est-ce qu'ils en sont de leur expérience. J'ai regardé leur site vite fait. Aujourd'hui, ils présentent leur personnel comme conseillers funéraires de nouveau. Donc, je sais pas s'ils ont changé leur organisation interne et quel bilan ils ont tiré de cette expérience-là. Mais ça avait l'intérêt d'essayer de repenser un petit peu la répartition des métiers. Ouais, par rapport à InMemory, je sais pas si c'est forcément une réponse, mais j'avais cru comprendre avant de partir de ma dernière agence que justement ils en revenaient un peu de ce fonctionnement-là parce que c'est très compliqué. Ça nécessite que le binôme du coup soit tout le temps avec la famille et donc ne travaille que sur ce dossier-là. Du coup, comment est-ce que tu modules d'autres binômes pour d'autres familles? J'avais cru comprendre que ça avait ses limites dans l'organisation qui veut que on ne sait jamais quand est-ce qu'une famille va passer la porte de l'agence et on ne sait jamais quand auront lieu les obsèques au moment où on commence à leur parler. Donc du coup, c'était un peu compliqué dans la mise en place. Je sais pas s'ils l'ont laissé tomber ou pas. Mais voilà, c'est pas forcément une réponse à ta question. Mais je voulais aussi rebondir sur un truc que vous avez un peu dit entre Cécile et toi. Et je pense que ça pourra être une parfaite conclusion si ça vous va. Parfaite. Je me lance des fleurs pour ce soir. Mais par rapport à cette information qui est nécessaire et cette éducation à avoir, que ce soit au-delà de l'éducation à la mortalité que vous mettez en place de votre côté, il y a aussi, et ça on y réfléchit pas mal de notre côté, comment est-ce qu'on arrive à donner accès à toutes ces informations pour les familles, comment fonctionne le funéraire, quelles sont les lois, quelles sont la réglementation, au-delà des 48 heures. En fait, ce que il faut sans cesse répéter aux familles que personne ne sait, et les opérateurs funéraires jouent là-dessus, c'est qu'on peut faire appel à des opérateurs différents entre la personne qui va venir récupérer le corps et l'emmener, qui va faire le transfert avant mise en bière, et l'opérateur qui va opérer, qui va s'occuper des obsèques. Ça peut être des opérateurs complètement différents. On a le droit de faire appel à d'autres entreprises, et c'est souvent comme ça qu'on se fait malheureusement hameçonner d'un point de vue commercial.
Mais en fait, on a tout à fait le droit, les familles ont le droit de changer d'avis aussi en cours d'organisation des obsèques. C'est toujours une galère administrativement parlant, mais rien d'insurmontable. Et vraiment, ça demande 20 minutes à un conseiller funéraire de faire les démarches pour que ce soit, pour qu'il y ait une bascule d'opérateur. Donc en fait, tout est possible tout le temps, juste les familles le savent pas. Elles ont le choix tout le temps. La loi les protège un peu. Mais en fait, on n'est pas forcément au courant. Pareil, quand je pense à des décès qui ont lieu dans des établissements de santé qui n'ont pas de chambre mortuaire, notamment les EHPAD pour le coup, et ben en fait, souvent, c'est l'EHPAD qui se charge d'appeler, et ça, Enora, dans ses témoignages, qui avait une agence funéraire à Bourg-en-Bresse, on a énormément pâti, elle, dans sa zone, c'est que en fait, les EHPAD appellent directement les pompes funèbres générales avec qui il y a plus ou moins une entente ou une manière un peu officieuse de fonctionner, qui fait que les familles se retrouvent au pied du mur et n'ont pas forcément le choix, au moins pour cette prestation-là, qui est d'emmener le corps du défunt ou de la défunte dans une chambre mortuaire. Mais quoi qu'il arrive, les familles ont toujours le choix, et ça fait partie des choses qu'il faut qu'on répète en permanence. Elles ont le droit à tout moment de changer d'avis, de choisir absolument l'opérateur qu'elles veulent à n'importe quel moment des obsèques. Voilà. Et encore une fois, j'ai l'impression que le mot qu'on a le plus entendu dans tous nos échanges, c'est le besoin de temps. J'ai l'impression que c'est celui qu'on a le plus entendu, et ça compte aussi pour les familles, au-delà de ce délai qui est aussi, toute proportion gardée, sans doute pour des raisons sanitaires, de devoir emmener le corps avant un certain temps, au même titre que le cercueil est obligatoire officiellement pour des raisons sanitaires. Bon, maintenant, on sait très bien qu'on peut faire des veillées à domicile, et que quand on donne les instructions à la famille pour que le corps se préserve le mieux possible, il y a tout un tas de circonstances dans lesquelles ça se passe très très bien. Donc, en fait, les familles aussi ont le temps de prendre des décisions, de rencontrer plusieurs personnes, et ont le temps aussi de réfléchir à ce qui pourrait être le mieux. Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent éventuellement dire un petit mot de conclusion. Vas-y, Robert. Petite aparté de Cécile sur le cercueil, qui n'est pas une décision sanitaire, mais plus pratique pour la traçabilité. Oui, championne de la réglementation. Oui, après, oui, il y a toujours l'officiel et ce qu'il y a derrière, je sais pas. Je ne suis pas complotiste. Et écoutez, j'ai envie de vous remercier toutes et tous, parce que j'ai trouvé que c'était très, très enrichissant. J'aime beaucoup qu'on puisse en discuter en prenant un peu de hauteur, tout en partant de nos expériences respectives, et de comment est-ce qu'on peut réussir à en faire quelque chose de collectif, justement, toutes et tous ensemble. Et si ça peut aussi, nous, en tant que collectif, dans notre militantisme, venir enrichir non seulement nos connaissances sur le sujet, mais notre pratique. Et qu'est-ce qu'on diffuse exactement comme information, qu'est-ce qui est primordial à faire savoir. Voilà, je trouve que c'est toujours excessivement ultra enrichissant de partir sur une conclusion beaucoup plus collective, et qui permette éventuellement de proposer des solutions par la suite. Et peut-être que c'est un format qui pourra se répéter. Si vous êtes chaud, si vous avez des idées, si vous avez des envies particulières, ou des choses qui vous semblent prioritaires dans la réflexion à porter, dans le propos aussi à amener, n'hésitez pas à partager. Voilà, merci. Merci beaucoup.